6h-9h, Paléo Futur. Antoine Droux, Laurent Haug. Laurent Haug, bonjour. Bonjour. Vous êtes entrepreneur, investisseur en technologie numérique. Avec vous, pendant tout l'été, on se plonge dans notre passé, dans notre histoire, pour mieux comprendre notre société actuelle, pour mieux appréhender la manière dont tout est aujourd'hui bousculé. Et ce matin, pour cette deuxième édition de cette série, vous nous parlez d'une terre d'innovation. Si je vous parle de la capitale de l'innovation, des nouvelles technologies, d'un endroit où on invente les médicaments, les moyens de communication de demain, une ville qui attire tous les entrepreneurs du monde entier, vous pensez à... Je pense à Palo Alto, San Francisco, enfin quelque part, une ville de la Silicon Valley. Vous pourriez aussi penser à Paris à la belle époque. C'est l'endroit où on invente l'aviation, l'aspirine, le froid artificiel, la vaccination, le cinéma, l'automobile. Toutes ces inventions qu'on appellerait aujourd'hui des disruptions apparaissent à la même période, c'est-à-dire entre 1850 et 1914, et dans la même ville, Paris, qui est donc la capitale de l'innovation, du business, des arts, de la culture, mais aussi de l'optimisme. Ah, Paris. Mais pourquoi Paris ? Parce que, comme aujourd'hui en Californie, on va chercher un écosystème où on va avoir des centres de recherche, des talents, qu'on pourrait appeler talents, des travailleurs du monde entier, des investisseurs. On cherche en fait une synergie avec une communauté d'acteurs de l'innovation. C'est exactement ce qui se passe à Paris. Et Paris est aussi une des villes les plus modernes à l'époque. On l'appelle la ville lumière parce que c'est la première qui installe le gaz et l'électricité à tous les étages dans certains quartiers. Il y a un vaste réseau d'égouts et donc c'est une ville moderne, saine, où se mélangent toutes les communautés. Il y a des artistes, des ingénieurs, des banquiers, des entrepreneurs. Il y a des Français, il y a des étrangers. Il y a 60% d'étrangers à l'époque dans Paris. Et en fait, c'est une époque où on a les ambitions les plus folles. On parle pas d'innovation, mais on parle de progrès, ce qui est une nuance assez importante. Et en fait, Paris est en tête sur 20 des 25 nouvelles technologies de l'époque. Ça, c'est Paris! Ça, c'est Paris! Vous allez jusqu'à dire, pour employer un vocabulaire récent, presque dépassé, que le Paris de la belle époque, c'est un lieu d'invention multimédia. Multimédia, quel magnifique mot que nous n'entendons plus malheureusement. Mais à l'époque, il y a donc la télégraphie, qui est l'internet du moment. On invente aussi la carte postale, qui est une sorte de MMS de l'époque. À l'époque, il y a même un seul timbre pour le monde entier, donc c'est encore plus simple à envoyer. On y trouve quantité de journaux. On vient d'inventer la fameuse rotative. Et donc, si les geeks de l'époque ne lisent pas encore Wired, ils dévorent la vie électrique dans Science Illustrée. On ne traîne pas dans des cybercafés, mais dans des téléphones cafés dans lesquels on peut appeler le monde entier. 175 cinémas ouvrent à Paris entre 1900 et 1913. Et en 1911, il y a plus de 100 ans, il y a une publicité qui dit « Autrefois, j'achetais des films, maintenant je loue des programmes. Pathé Frères », ça c'est 100 ans avant Netflix. Et il y a aussi mon préféré, le théâtrophone. On met un couvre-oreille, parce qu'à l'époque on ne parle pas de casque, et on se branche en direct sur une pièce de théâtre ou un opéra comique en passant par le réseau de téléphone. C'est une sorte de streaming avant l'heure. Ce qu'a réussi la Silicon Valley, c'est aussi d'être un aimant pour tous les talents techno, pour tous les entrepreneurs du monde. On dit qu'une start-up sur 3 est montée en Californie par quelqu'un qui n'est pas né aux États-Unis. Je vous parlais de 60% d'étrangers plutôt à Paris au 19e siècle. À l'époque, on n'a aucune difficulté à se déplacer puisque le passeport n'existe pas. C'est une invention de la Première Guerre mondiale. On a des gens comme Edison qui voyagent jusqu'à Paris pour voir notamment son ami Gustave Eiffel. Vous les voyez tous les deux toujours en cire dans l'appartement de Eiffel qui est au 3e étage de la tour qui porte son nom. Pablo Picasso, célèbre peintre venu à l'exposition universelle de 1900, exposition à laquelle 50 millions de personnes participeront alors que les trains et les compagnies aériennes low cost n'existent pas. C'est un record qui n'a toujours pas été battu depuis donc 117 ans. Toutes les conférences internationales, que ce soit de chimie, de physique, de médecine, se tiennent à Paris dans les années 1900. 87% des congrès mondiaux, pour être précis. Et en fait, Paris est la ville dans laquelle il faut venir voir et être vu. Ouais, c'est aussi, ça fait aussi effectivement penser au voyage d'études qu'on fait aujourd'hui en Californie pour guetter les tendances de demain. C'est the place to be, là où il faut être. C'est là où il faut être, exactement. Tout le monde y va, tous les chefs d'entreprise y vont. Comme
comme aujourd'hui, on a tous nos chefs d'entreprise qui prennent des allées simples pour la Silicon Valley et rentrent avec des iPads en expliquant à leurs ados que c'est vraiment génial, qu'ils devraient regarder. À l'époque, les voyages se font dans l'autre sens, c'est-à-dire que le maire de San Francisco vient chercher l'inspiration à Paris pendant l'exposition de 1900. Et alors, comme aujourd'hui, on rêve, nous, Européens et Asiatiques, d'envoyer nos enfants étudier à Stanford, à l'époque, les riches Américains veulent que leurs enfants viennent étudier en Europe. Et comme nous, aujourd'hui, nous n'avons que le mot start-up à la bouche, le mot en vogue aux États-Unis, c'est le mot entrepreneur. D'ailleurs, à propos de start-up, on dit aujourd'hui qu'il est plus facile de monter une entreprise aux États-Unis qu'en Europe. On le dit à tort ou à raison ? Mais on a raison, mais c'est très ironique finalement, puisque les structures juridiques modernes, la société anonyme ou la coopérative par exemple, pour n'en citer que deux, sont des inventions de la Belle Époque à Paris. Et à la Belle Époque, on a une autre raison de venir en France quand on est entrepreneur, c'est que c'est le poumon de la finance mondiale. Il y a 500 banques qui sont créées à Paris entre 1873 et 1913. 500, à titre de comparaison, depuis entre 1914 et l'an 2000, en France, c'est 2 licences bancaires qui sont attribuées. Le Crédit Lyonnais est la première banque mondiale. Le premier grand gratte-ciel de New York est financé depuis Paris. Edison vient y lever des fonds. Et donc, comme aujourd'hui, on voit des startups qui s'expatrient aux États-Unis pour aller chercher de l'argent, à l'époque, ça se passe dans l'autre sens. Et c'est à Paris qu'on vient ouvrir une vitrine pour être crédible. Edison a un showroom qu'on pourrait imaginer un peu comme une sorte d'Apple Store avant l'heure. Et les frères Lumière ouvrent leur première salle de cinéma dans Paris avant d'entamer une expansion internationale. En fait, ce que vous nous décrivez, c'est clairement le début de la mondialisation, le début de la globalisation. Ça va encore plus loin. Ça n'est ni mondialisation, ni globalisation. L'expression du moment, c'est universalisme. On parle d'exposition universelle. La rue des Nations accueille des dizaines et des dizaines de pays qui viennent tous avec leurs pavillons montrer comment on vit chez eux. Le métro parisien est inauguré avec des panneaux en 34 langues. Aujourd'hui, il en reste 3 ou 4. Oui. Les grands magasins qui naissent à l'époque, comme le Bon Marché, promettent des interprètes en 38 langues. Et le printemps est même une sorte d'Amazon avant l'heure. En 1890, le grand magasin réalise entre 30 et 40% de son chiffre d'affaires par correspondance. Quand on pense Silicon Valley aujourd'hui, on pense aussi culture, le mélange de la technologie et du progressisme californien, c'est une espèce de prime à l'optimisme. On n'a peur de rien à cette époque. On est encore plus fou qu'aujourd'hui. On n'hésite pas, par exemple, à détruire les trottoirs de Paris pour les remplacer par des tapis roulants pour que les gens puissent se déplacer à 8 km/h pendant l'exposition universelle. Pour percer un tunnel du métro, on a congelé la Seine pour pas que l'eau rentre dans la construction. Il y a en fait un formidable optimisme. On n'a peur de rien. L'avenue de l'Opéra, si elle a cette largeur, c'est pour que des avions puissent y atterrir en pleine ville. Blériot vient de traverser la Manche. La Tour Eiffel fait 3 fois la hauteur du bâtiment le plus haut de l'époque. 3 fois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on devrait construire quelque chose de plus de 3 km pour faire le même pas. On est complètement euphorique. On a des nouveaux matériaux comme le fer et l'acier qui ont un peu le même effet sur la société d'alors que a eu sur la nôtre l'arrivée du microprocesseur. On parle des miracles de l'électricité. On pense que le travail manuel va disparaître, qu'on va avoir un monde plus heureux. Le développement des trains et de l'aviation pousse à des rêves utopistes. On pense qu'avec des moyens de transport plus rapides et moins chers, les malentendus culturels vont disparaître et ça amène même un certain Jules Guesde en 1899 à dire qu'on pourrait presque, et je cite, penser que l'ère des grandes guerres européennes est close. Et pourtant, aujourd'hui, Paris est un peu l'emblème de ce que l'on appelle la vieille Europe, avec une grosse connotation négative. Évidemment, tout cet optimisme prend fin en 1914 avec la Première Guerre mondiale. 1914, la Première Guerre mondiale, un énorme coup d'arrêt, les deux plus grandes puissances du moment qui se tapent dessus, la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, ça serait l'équivalent des États-Unis et de la Chine qui rentrent dans un conflit. C'est impensable, quoi. Voilà. Et du coup, les États-Unis passent devant, étant le seul pays industriel qui n'a pas été détruit par ces conflits. Il y a aussi un exode de scientifiques, d'artistes vers le nouveau continent. Et donc, par exemple, le télégraphe, la France était le leader et ça se déplace sur les États-Unis qui ont aussi le bénéfice d'avoir un marché beaucoup plus grand. Et donc, un peu comme l'histoire s'est répétée plus tard avec le Minitel et Internet, la France avait une très très grande avance. Et puis, il y a eu des conflits et puis il y a eu peut-être une forme d'endormissement. On s'est accroché à ce glorieux passé et du coup, on a raté le train suivant. Laurent Haug, entrepreneur, investisseur dans les technologies numériques. Merci pour cette plongée dans le Paris de la Belle Époque. Bon week-end. Bon week-end, merci. Paris sera toujours Paris. Palais au futur
sur la première. Et dans un instant, Geneviève Bridel reçoit l'auteur